BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club du droit. Aujourd'hui, on va parler de votre retraite. Alors là, vous vous dites non, pas les sujets qui fâchent. Et si, justement, il faut qu'on en parle. 40% des jeunes de moins de 30 ans pensent qu'ils n'auront pas de retraite, selon un sondage Harris Interactive pour le Conseil des notaires. Donc, à moins que vous ne vouliez vivre d'eau fraîche, il faut absolument mettre le sujet sur la table. C'est ce qu'on va faire avec Pierre Lemay, notaire et rédacteur en chef du magazine Conseil des notaires. On va vous parler organisation patrimoniale, mais alors le plus simplement du monde. On répondra ensuite à toutes vos questions, celles que vous envoyez sur clubdudroit@bfmbusiness.fr. Et c'est Nathalie Cosigou-Suas qui répondra, les notaires à Paris. Et ça sera en deuxième partie d'émission. C'est parti, prenez un papier, un stylo. On va calculer vos trimestres. BFM Business, le club du droit, les news. Mais avant de parler de votre retraite, quelques infos du monde du droit. C'était notre sujet dans le dernier club du droit et c'est maintenant officiel. Le régime matrimonial des couples internationaux est désormais mieux sécurisé. Les couples qui sont mariés depuis le 29 janvier ne changent plus de régime au gré des pays. Désormais, les couples pourront choisir la loi de l'État là où ils ont signé le mariage ou le Pacs. 18 pays ont adopté ce nouveau règlement. Et puis, puisqu'on parle de simplification, un mot pour nos retraités français qui résident à l'étranger. Aujourd'hui, ils doivent faire signer chaque année un certificat de vie par le consulat ou un médecin pour prouver qu'ils sont toujours en vie. C'est une démarche un peu fastidieuse car elle doit se faire à destination de tous les organismes. Ceci devrait se faire désormais simplement par Internet en téléchargeant et signant un simple document. Ça sera au cours de 2019. Enfin, sachez que si vous découvrez un trésor dans votre maison, il n'est pas forcément à vous mais à l'ancien propriétaire. Un couple a découvert des lingots d'or enterrés dans le jardin de sa maison récemment achetée. Les héritiers de l'ancien propriétaire ont demandé à les récupérer et la Cour de cassation leur a récemment donné raison. Voilà, vous pouvez arrêter la chasse au trésor. On passe tout de suite à l'acte de la semaine. On va parler de votre retraite. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Pierre Lemay, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Pont-l'Évêque et vous êtes le rédacteur en chef du magazine Conseil des notaires que je montre ici. Magazine que je vous conseille de lire car il est extrêmement pédagogique et très bien écrit. Et on va parler d'un sujet qui fâche. Il faut bien qu'on mette le sujet sur la table. Je disais en blague en intro, prenez un papier, un stylo, on va calculer vos trimestres. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire quand on veut commencer à s'intéresser à sa retraite ? C'est une première approche, se faire une idée de ce qu'on va pouvoir toucher au titre de la retraite, mais c'est aussi penser à s'organiser, à choisir l'investissement qui correspondra le mieux pour avoir un patrimoine et des revenus lorsqu'il sera nécessaire de faire face aux frais de dépendance et au coût de la retraite. Parce que dans le sondage que vous avez commandé à Harris Interactive qu'il y a dans votre magazine, on lit 1 500 €, c'est le minimum que les Français voudraient toucher pour leur retraite. Et en fait, les salariés du privé touchent en moyenne 1 000 €, chiffre de 2017. Donc même quand on parle de minimum, vraiment de petits montants, on est sur des écarts importants. Oui, tout à fait. Nous avons constaté, grâce à ce sondage, que le résultat qu'il y a aujourd'hui n'est pas en adéquation avec les souhaits des gens. D'où la nécessité de s'organiser et de préparer sa retraite par d'autres choses que des cotisations. Alors s'organiser, ça veut dire faire des placements financiers, mais vous n'êtes pas conseiller en investissement financier, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Un notaire, c'est important pour préparer sa retraite, pour faire une vue d'ensemble de sa situation patrimoniale. Oui, déjà se poser la question... qui je protège? Est-ce que je me protège tout seul ou est-ce que je protège ma famille? Est-ce que je protège mon conjoint? Il est évident que les investissements qu'on peut faire, le cadre juridique qu'on peut avoir est important à ce niveau-là. On sait aujourd'hui que pour être bien au cours de sa retraite, on devra consommer une partie du patrimoine que l'on aura constitué pendant son activité. Or, ce patrimoine, il faut le transmettre peut-être à son conjoint, peut-être aussi après à ses enfants. Et les bonnes questions se posent dès le début de la constitution du patrimoine. Alors c'est une évolution culturelle forte, puisque vous dites que vous allez consommer votre patrimoine et en plus aujourd'hui on hérite quand on est beaucoup plus âgé, on a des retraités qui héritent, ce qui n'était pas du tout le cas avant, donc on ne peut pas compter sur un héritage proche pour sa retraite. Ça veut dire que
les gens que vous recevez aujourd'hui doivent avoir une vue de leur patrimoine complètement différente de leurs aînés, mais d'il y a la génération juste de nos parents. Oui, tout à fait. Il faut savoir prendre des risques quand on est jeune, quand on est en activité, risques que l'on ne prend plus au moment où on est à la retraite. Donc c'est dans le choix de l'investissement que l'on rencontre, que l'on répond à ces questions. Par exemple, si vous n'avez pas besoin de revenus aujourd'hui, vous pouvez très bien investir dans quelque chose qui fera plutôt de la plus-value lorsque vous en sortirez, plutôt que d'avoir des revenus tous les mois, puisque votre propre salaire est suffisant. Mais ça veut dire que vous arrivez en complément du conseiller en investissement, c'est-à-dire que, par exemple, un jeune de 35 ans qui voudrait investir en actions ou alors se constituer un patrimoine immobilier, vous allez le conseiller en fonction de sa structure familiale, de ce qu'il envisage? On ne va pas le conseiller sur le produit en lui-même. Que ce soit une action verte ou une action rouge, oui. Peu importe. Par contre, on va attirer son attention sur le fait qu'à son âge, peut-être qu'il est bon de faire un investissement plus à long terme, notamment puisque vous parliez d'actions, où c'est quelquefois un peu plus risqué. On sait que sur le long terme, généralement, on s'y retrouve. Il est évident que quelqu'un qui part juste à la retraite, qui vient de vendre, par exemple, son affaire, son fonds de commerce, si c'est un commerçant, on ne va pas lui proposer ce genre d'investissement, mais on va plutôt lui recommander d'être dans des produits dits sécurisés qui vont lui rapporter un revenu tous les mois. Quelles sont les tendances que vous voyez là dans les gens que vous recevez? Ils sont très inquiets pour leur retraite, ils sont moyennement inquiets, ils pensent qu'ils vont recevoir quelque chose? Eh bien, ou ils sont complètement démunis, ils ne savent absolument pas combien ils vont recevoir? Non, les gens sont quand même renseignés puisque tous les ans on reçoit un relevé de carrière. Par contre, ils s'interrogent beaucoup parce que certains sont dans des générations intermédiaires. Vous disiez tout à l'heure qu'on a des héritiers qui sont des retraités. Mais eux-mêmes ont le souci de leurs parents qui sont dans le 4e âge. Et puis ils ont encore le souci de leurs enfants ou de leurs petits-enfants qui ont des difficultés. Et donc ce sont des générations charnières. En fait, on a des soucis des deux côtés, en amont comme en aval. Et c'est là où l'investissement et l'organisation du patrimoine est importante pour pouvoir soi-même bénéficier plus tard de ce travail et des revenus qu'on a pu se constituer. Alors soi-même plus tard, mais est-ce qu'il arrive également que vous ayez des parents qui s'intéressent à la retraite de leurs futurs enfants et qui essayent de structurer un capital en disant eux n'auront pas de retraite, donc je voudrais leur transmettre une partie de mon patrimoine, de mon vivant? Est-ce qu'on voit de plus en plus de gens qui structurent leurs pensées comme ça? Alors, c'est pas préparer la retraite de ses enfants, mais c'est plutôt aider ces enfants qui s'installent dans la vie. Donc, c'est l'aide pour acheter un logement. On fournit une partie du capital. Lorsqu'on a des enfants qui sont dans la difficulté parce qu'ils n'ont pas des capacités pour pouvoir faire face à leurs propres besoins. On a une sorte de constitution de rente où les parents versent quelque chose tous les mois ou encore ils donnent gratuitement un logement à occuper un de leurs enfants. Mais cette solidarité que l'on rencontre, elle est essentielle et je pense qu'elle se développe parce que face aux difficultés que l'on peut rencontrer, eh bien, le noyau familial aurait tendance à se resserrer. C'est-à-dire que vous diriez que maintenant, la préparation de la retraite d'un couple ou même d'un parent, la réflexion se structure autour d'une famille entière, c'est-à-dire qu'on pense globalement à l'évolution de la famille sur les 50 prochaines années. On pense bien sûr c'est le cas prudent qui va bien en fait. Absolument. Et donc, on fait des réserves, pour reprendre une expression, on fait des réserves pour que toute la famille puisse en profiter plus tard. Et on voit une accélération de la transmission. Mais tout en faisant quand même attention. Parce que si vous donnez de trop ou si vous aidez de trop, il ne faut pas se mettre à nu. Est-ce que vous iriez demander à vos enfants de payer pour vous alors que vous avez été peut-être un peu trop généreux? Donc, mais ça, c'est très compliqué justement à conseiller ce degré de don en fait. Alors, je crois qu'il faut faire une
analyse patrimoniale en se disant, voilà, quels seront mes besoins maximum. Besoin maximum, c'est combien ça va coûter en EHPAD si jamais je suis complètement dépendant. D'accord. Donc on part du cas vraiment de la dépendance lourde. Je crois qu'il faut partir de là. Si mes revenus sont suffisants parce que j'ai une bonne retraite et parce que j'ai des revenus complémentaires, à ce moment-là, je peux transmettre du capital. Mais si par contre mes revenus seraient insuffisants, ce qui veut dire que je vais devoir consommer mon patrimoine, à ce moment-là, il faut être prudent et peut-être pas le donner trop vite, parce qu'on se retrouverait à nu, comme vous le disiez, dans le cas de la dépendance. Donc le patrimoine que l'on vendrait, moi j'appelle ça le patrimoine social, c'est celui qu'on garde. Et le patrimoine dont on n'aurait pas besoin, eh bien c'est le patrimoine de transfert, celui qu'on peut faire profiter à ses enfants. Mais c'est presque un raisonnement inverse, par exemple, du sondage. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se demander quel est le minimum dont j'ai besoin pour vivre à ma retraite, mais finalement essayer de calculer le maximum dans le pire des cas et faire en fait et rendre le reste disponible. Oui, mais ça se rejoint, je crois, parce que les gens, quand on leur pose la question, ne pensaient pas, bien évidemment, à la dépendance. Mais c'est des questions qui sont récurrentes quand on rencontre les gens. On a des gens qui n'ont pas d'enfants, par exemple, qui souhaitent vendre en viager. Pourquoi ? Pour accroître leurs revenus et faire face à une éventuelle dépendance. Il y a d'ailleurs une augmentation forte des demandes de viager. Il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acquéreurs, d'ailleurs. Oui, mais ça veut dire que dans l'état d'esprit quand même des gens, c'est une méthode de vente qui porte absolument. Puis c'est un taux de rentabilité qui dépasse de très loin ce qu'on peut avoir en rentabilité financière aujourd'hui. La question de la dépendance, c'est le sujet clé, même aujourd'hui pour la préparation de la retraite. Vous n'avez pas de difficulté à le faire intégrer, alors chez les moins jeunes peut-être pas, mais chez les plus jeunes qui viennent vous voir? Non, pour eux, la question ne se pose pas véritablement de la dépendance. La question se pose quels seront les revenus éventuellement à la retraite. Donc on se constitue un patrimoine pour avoir des revenus, mais on a aussi un patrimoine qui ne produira plus de revenus, qui sera directement consommé pour faire face à la dépendance. Donc quand même des situations compliquées. Est-ce que vous pensez que les Français d'aujourd'hui sont suffisamment informés sur la question de la retraite? Ils sont suffisamment au courant de leur montant? Ils font leur petit effort de calcul? Ou finalement, il y a ceux qui savent, qui sont une petite minorité, puis il y a tous ceux qui laissent tomber? Non, je pense qu'ils savent. Et plus vous approchez de la retraite, plus vous vous renseignez et plus vous vous posez de questions. On donne des conseils, par exemple, un commerçant, une profession libérale qui va partir en retraite. On se pose la question de savoir s'il n'a pas intérêt à racheter, par exemple, des points de retraite peu de temps avant de partir en retraite. En principe, il a des revenus conséquents et ces points de retraite lui coûteront moins cher puisqu'ils viendront en déduction fiscale. Donc, ce sont des questions qui se posent d'une manière plus aiguë à l'approche de la retraite, mais j'ai beaucoup de gens qui commencent par des jeunes de 30 ans, qui commencent par un studio, qui commencent par un petit appartement, par un bien à acheter, qu'ils vont louer, et ça commence, dès la trentaine. C'est déjà une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils pensent à la structuration de leur épargne, de leur patrimoine, etc. Mais ceux quand même qui ont la capacité d'épargner sur leurs revenus tous les mois sont quand même pas nombreux, notamment jeunes, et n'ont pas la volonté de le faire. Mais bon, ça change. Quand on voit les chiffres quand même, je vous disais tout à l'heure en introduction, 40% des jeunes de moins de 30 ans pensent qu'ils n'auront pas de retraite. Donc vous me dites, plus on est vieux, plus on s'y intéresse. Mais ça fait quand même beaucoup de jeunes qui à aucun moment donné ne pensent qu'ils vont recevoir 1 euro. Absolument, absolument. C'est vrai que tout ce qu'on entend aujourd'hui sur ces réformes, en fait, les gens se disent c'est peut-être un peu de la poudre aux yeux tout ça. Mais en fait, les gens ferment leurs oreilles. C'est-à-dire qu'ils se disent carrément, de toute façon, peu importe, je n'aurai rien. La discussion est terminée. Ouais. Quand on pense à sa retraite, la première personne qu'on va voir, parfois, c'est son banquier. Et en fait, c'est pas forcément un bon choix. Si, ça peut être un bon choix, parce que vous avez des produits d'épargne qui vont vous permettre, par exemple, d'accéder à la propriété. Cela étant, il faut... Mais j'entendais pour faire son petit calcul, c'est-à-dire pour dire combien il va me rester, etc.
vous pouvez aider les gens qui veulent faire leur calcul de retraite à comprendre combien ils vont avoir. Oui, tout à fait. On a des outils pour ça. Et puis, encore une fois, nous, on les aide plutôt dans l'arbitrage, en essayant de déterminer quels sont leurs besoins, quels sont d'abord leurs souhaits. Et c'est ça qui est quelquefois un peu le plus difficile à leur faire accoucher. Parce qu'il faut se projeter, quand même. Il faut se projeter. Nous, c'est d'autant plus facile qu'on ne vend pas directement de produits. Oui. Merci beaucoup Pierre Lemay, on l'aura compris, préparez votre retraite le plus tôt possible, même si ce n'est pas toujours facile d'avoir une vision à très long terme de sa situation patrimoniale. Pierre Lemay, je rappelle que vous êtes notaire à Pont-l'Évêque et rédacteur en chef du magazine Conseil des notaires. On va passer tout de suite aux réponses aux questions. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Et on passe à toutes les réponses à vos questions, des questions que vous nous envoyez sur le club du droit@bfmbusiness.fr. Bonjour Nathalie Cosigous-Suas, vous êtes notaire à Paris. Et bonjour. Bonjour. Et on va répondre à toutes les questions, des questions succession. Oui. On en a 3 aujourd'hui. Alors la première, je souhaite préparer ma succession. J'ai un petit-fils mineur d'un enfant décédé prématurément. Je ne souhaite pas que sa mère gère les biens dont il héritait. Puis-je légalement écarter sa mère? Alors c'est tout à fait possible parce que ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'effectivement le fils de cette dame étant malheureusement prédécédé, c'est le petit-fils qui va venir à la succession de sa grand-mère au lieu et place de son père. Et s'il est mineur, cet enfant au moment du décès de sa grand-mère, c'est la mère qui est administratrice légale qui va gérer les biens normalement reçu de la grand-mère par succession. Donc il est tout à fait possible, et c'est le Code civil qui le prévoit, c'est l'article 384 du Code civil pour les initiés, il est tout à fait possible par testament de dire, voilà, mon petit-fils, lorsqu'il héritera, s'il hérite alors qu'il est mineur, je veux que la gestion de ses biens soit assurée non pas par sa mère, mais par un tiers, et de nommer telle personne qui plaira à cette dame. Ça peut être parfois l'un de ses fils, il ne faut pas qu'il y ait d'opposition d'intérêt, quelqu'un en qui elle a confiance, qui peut être un oncle, que sais-je, ça peut être quelqu'un de la famille ou même un tiers de confiance. C'est tout à fait possible et elle peut aussi retirer à la mère le droit de jouissance légale que les parents ont sur les biens des enfants jusqu'à ce que ceux-ci atteignent l'âge de 16 ans, c'est-à-dire le droit de percevoir les revenus. Donc les revenus seront mis sur un compte et non pas donnés à la mère et affectés à l'enfant. Donc c'est tout à fait possible. Et la mère ne peut rien faire, c'est prévu par testament. C'est prévu par testament. Alors attention, ne confondons pas, bien évidemment. L'autorité parentale, c'est toujours la mère qui l'a, ça n'a rien à voir. Mais on parle des biens que nous-mêmes voulons transmettre. Exactement, et c'est possible aussi à l'occasion d'une donation, c'est-à-dire une transmission du vivant. Mais c'est donc tout à fait possible, donc, pour notre auditrice, par testament, d'indiquer qu'effectivement, si elle décède alors que son petit-fils est encore mineur, elle veut que la jouissance des biens qu'il recueillera d'elle soit assurée et gérée par un tiers. C'est toujours sous le contrôle du juge des tutelles dès lors qu'il y a des actes d'importance comme la vente, la cession. Mais l'administration, effectivement, ce sera ce tiers qui le fera au lieu et place de la mère. Et ce tiers n'est pas obligatoirement un membre de la famille, Non, pas obligatoirement. C'est quelqu'un de confiance qui peut se trouver dans l'entourage de cette grand-mère. Ça peut être un parrain, un ami, un oncle, quelqu'un de jeune quand même. Et puis aussi quelqu'un qui est de la poigne, si je puis me permettre. Parce que ça semble une situation difficile. Ça va être conflictuel parce que la mère, elle va peut-être pas être contente qu'il y ait cette sorte en fait de dépossession post-mortem de la grand-mère en lui disant toi on te sent pas capable de gérer. C'est une sorte de décalage dans le temps en fait, parce que c'est comme si en fait vous geliez les avoirs transmis. Et puis à partir des 16 ans de l'enfant, il pourra en faire ce qu'il veut. Non, à partir des 16 ans, il a la jouissance, il a les revenus, en fait, c'est pour lui. Mais en fait, les biens, ils seront gérés par un tiers au lieu que ce soit géré par la mère. Jusqu'à ses 18 ans. Jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Donc il faut quand même quelqu'un qui ait, entre guillemets, la force de s'opposer au courroux de la mère, parce que c'est vrai que la mère, elle va pas être très contente même si c'est pas pour elle, les biens, mais que par testament, en fait, on dise qu'elle n'est pas capable, qu'on ne la juge pas capable de gérer les biens pour le compte de son fils. Oui, situation un peu conflictuelle. Donc à mon avis, il faut que la grand-mère
préviennent la personne qu'elle souhaiterait, si ça arrive, parce qu'elle peut aussi, et on lui souhaite longue vie, vivre au-delà de la majorité de son petit-fils. Hein. Mais peut-être prévenir et choisir quelqu'un qui a suffisamment de poigne pour expliquer à la mère que c'est dans l'intérêt de son fils. Deuxième question, ma tante vient de décéder, laissant pour lui succéder des neveux et des nièces en représentation de ses 2 frères déjà décédés. Elle m'a institué légataire de la totalité de ses biens immobiliers. Pourrais-je bénéficier des abattements et des taux applicables entre frères et sœurs en matière de droit de succession? Alors ça, la question est extrêmement intéressante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette dame, elle avait des neveux et elle a fait un testament en disant qu'elle voulait que ce soit ce neveu-là qui soit légataire universel. C'est-à-dire que c'est ce neveu qui va recevoir l'intégralité de la succession, excluant donc les autres. Les autres n'auront rien. Donc maintenant, il se pose la question des droits de succession. Bah oui. Hein. Et comme c'est ce qu'on appelle une dévolution testamentaire par testament, eh bien, il ne va pas pouvoir bénéficier, notre auditeur, de ce qu'on appelle la possibilité d'avoir l'abattement qu'auraient eu ses parents. C'est-à-dire que quand on hérite en fait d'une tante, un neveu hérite de sa tante. C'est pas comme la ligne directe. Voilà, c'est pas une ligne directe. Déjà, les droits de succession sont extrêmement importants. Mais quand on hérite de son frère ou de sa sœur, il y a un abattement de 15 000 € et ensuite on est taxé sur 35 jusqu'à un certain seuil, 24 000 € qu'on reçoit, et au-delà 45. C'est déjà pas mal conséquent. En revanche, quand c'est un neveu, l'État vous prend 55% de ce que la personne vous a transmis, après un abattement de 7 600 €, ce qui est très peu. Hein. Donc, ce que demande notre auditeur, il dit, est-ce que je ne peux pas bénéficier en fait de l'abattement favorable de mes parents, c'est-à-dire d'avoir, au lieu de payer du 55%, de payer du 35 et 45%. Non, parce que là, il ne vient pas en représentation, c'est par testament. Du coup, il va devoir payer, dans les 6 mois du décès, des droits de succession de 55% à notre cher Trésor public. Donc on peut déshériter ses neveux, pas ses enfants, mais ses neveux, c'est possible. Exactement. Troisième question, j'ai payé les frais d'obsèques de mon frère qui m'a déshérité par testament. Puis-je obtenir le remboursement auprès des légataires? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, vous vous rappelez sûrement, on a tous lu ça, Antigone qui voulait enterrer son frère. C'est extrêmement important. En fait, on considère que le respect des obsèques, des funérailles, c'est en fait un honneur qu'on doit à ses morts. Donc, même quand on a été déshérité, quand des enfants ont très peu ou ont été déshérités, eh bien, on doit honorer et payer les obsèques de ses parents. Donc, sauf que ceux-ci ont le droit de se faire rembourser à hauteur de 5 000 € auprès des banques, où on peut aussi demander aux pompes funèbres, plutôt que de faire l'avance, de se servir, si le compte bancaire du défunt est suffisamment... Oui, c'est ça, auprès de la banque, c'est auprès du compte, du compte de la banque à hauteur de 5 000 €, pour autant que le compte de la personne défunte est suffisamment pour pouvoir payer. Mais déjà, on peut se faire rembourser à hauteur de 5 000 €, et pour le surplus, eh bien, on peut demander effectivement au légataire universel ou à titre universel, mais pas au légataire particulier. Donc du coup, effectivement, ce frère, bien que déshérité, effectivement, va pouvoir se faire rembourser. Mais il est obligé quand même de payer au départ. Oui, il est obligé de payer. Alors frères et sœurs, c'est moins dirimant, effectivement, parce que c'est pas une obligation naturelle. C'est plus là le légataire universel. Là, et c'est son bon cœur qui l'a emporté, ça aurait été plus au légataire universel. Mais par exemple, des enfants, eh bien, ils ont l'obligation, même s'ils renoncent à la succession, de payer les frais d'obsèques. Merci beaucoup Nathalie Cozigoussuaz, vous êtes notaire à Paris et nous on va passer à notre reportage de notre émission. On est allé au salon des entrepreneurs parce que les notaires sont partout et vous allez voir qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Je vous propose d'écouter un reportage de Samuel Bénichou. Adoption, mariage, divorce, donation et succession, immobilier, fiscalité et création d'entreprise. Les notaires étaient présents la semaine dernière au 26e salon des entrepreneurs de Paris. Consultation gratuite pour des visiteurs en quête de conseils et d'informations. C'est absolument crucial et indispensable de s'adresser à un notaire, surtout quand on est à un moment de vie important qui est la reprise d'un fonds de commerce où il est facile de se tromper. La notaire qui m'a répondu est compétente, les réponses étaient précises et je pars avec les informations dont j'avais besoin. Au total, en 2 jours, ce sont 500 consultations qui ont été organisées. Par sa vision globale, le notaire figure parmi les conseillers privilégiés des entrepreneurs. Maître Ménétré.
Les notaires accompagnent le chef d'entreprise de la création de l'entreprise jusqu'à sa transmission. Le notaire, il a cette chance d'avoir une vision à 360 avec le chef d'entreprise. À la fois, il s'occupe de son patrimoine personnel, professionnel, mais le chef d'entreprise, il a aussi des parents et des enfants. Donc au moment de la création, il faut l'accompagner, lui donner les bons conseils. Conférences et ateliers se sont donc enchaînés avec cette année gros plan, entre autres sur le pacte Dutreil et ses avantages. Maître Aumont. Le dispositif Dutreil, qui est un des dispositifs qui facilite justement la transmission de l'entreprise familiale, qui permet d'avoir une réduction sur le montant des droits de donation à l'occasion d'une transmission à titre gratuit par donation ou succession dès lors que les enfants s'engagent à conserver les titres de la société. Quelques 60 000 personnes se sont rendues cette année encore au Palais des Congrès pour ce qui est devenu le plus important rassemblement d'entrepreneurs en Europe. Voilà un reportage de Samuel Bénichou. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau Club du droit. À très bientôt sur BFM Business. Vous n'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions sur clubdudroit@bfmbusiness.fr. Tous nos notaires seront ravis d'y répondre. Merci beaucoup et à très bientôt.